Question directe avec Charles Anderlin, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir, dont Le Grand Aveuglement, Israël face à l'islam radical. C'était sorti, c'est toujours sorti chez Albin Michel. Merci d'être là, Charles Anderlin, en pleine actualité quand même forte en Israël. Les réactions internationales, mais aussi en Israël, qui se sont multipliées après la publication des images de ces militants de la flottille qui ont été publiées par Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, publiées sur sa chaîne Telegram. Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous. Voilà ce qu'il a publié. On sent que c'est un tollé, y compris d'ailleurs en Israël. Les membres de cette flottille ont tous été expulsés aujourd'hui. D'abord, votre réaction, Charles Anderlin. On sait que Ben-Gvir dirige un mouvement politique d'extrême droite, mais êtes-vous surpris néanmoins? Itamar Ben-Gvir, quelques mois avant l'élection de 2022, était considéré comme un dangereux activiste raciste. D'ailleurs, il faut cesser de l'appeler suprémaciste, il ne faut pas employer ce mot. Le véritable mot, Itamar Ben-Gvir, est ouvertement déclaré raciste. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'il est le ministre qui a été nommé par Benjamin Netanyahou, qui est le responsable. Il y a un peu plus d'une semaine, M. Netanyahou a répété à la Haute Cour de justice qu'il était le seul responsable de la sécurité et de la politique d'Israël. Donc c'est bel et bien le régime Netanyahou. Les condamnations qu'on a à droite et à gauche, c'est de la poudre aux yeux. Y compris quand Netanyahou, pour la première fois d'ailleurs, s'est opposé à son ministre en disant Israël a tout à fait le droit. S'il veut dire à son ministre critiqué. Tu arrêtes, le ministre arrête. Netanyahou laisse faire et puis ensuite on a une vague explication. Vous savez, il faut quand même répéter que ce sont des organisations fondamentalistes. Le mouvement Puissance juive de Ben-Gvir est un mouvement qui est pour l'expulsion des Palestiniens de Cisjordanie. Le sionisme religieux de Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances et ministre de la colonisation, lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que vous voulez faire pour la Cisjordanie ?» Eh bien, il répète un passage du Talmud. Lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte et sont arrivés devant la terre de Canaan, Dieu leur a dit « c'est à vous ». Et ensuite, Yossi Ben Nun s'est adressé aux habitants de Canaan. Vous avez trois possibilités. Prêter allégeance à nous, rester silencieux, ou alors nous attaquer, on vous tuera. C'est mot à mot ce que Bezalel Smotrich déclare aux Palestiniens de Cisjordanie. C'est ça le régime Netanyahou. Et donc ces images, qui ne sont pas des Palestiniens cette fois, ne vous ont pas surprise, vous? Pas du tout. Comme l'a dit votre correspondante, ce qui se passe dans les prisons israéliennes, et je vous rappelle que Itamar Ben-Gvir est également le responsable de l'administration pénitentiaire. Les détenus sont affamés. Un ambassadeur étranger qui avait un double national dans une prison israélienne est allé le rencontrer. Il trouve un homme très amaigri, avec des maladies, avec la gale. C'est absolument inadmissible. Et tout ça a démarré avec ce gouvernement qui a été mis sur pièce le 1er janvier 2023. On se souvient d'ailleurs de Ben-Gvir qui avait fêté au Champagne la loi qui instaure la peine de mort pour les Palestiniens accusés de meurtres commis dans le but de contester l'existence de l'État d'Israël. Vous avez déjà choqué. Ce n'est pas une loi de Ben-Gvir, c'est une loi autorisée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Si Benjamin Netanyahou, qui quand même dirige la majorité à la Knesset, ne veut pas d'une loi, la loi ne passe pas. Donc il ne faut pas dire que c'est la loi de Ben-Gvir, c'est la loi du régime Netanyahou. La réaction de Ben-Gvir qui, lui, a sabré le champagne. Ben oui, semblait le champagne. Il a fait un anniversaire d'ailleurs avec un grand gâteau où on voit une corde de pendu. Justement, vous n'avez pas été surpris que cette loi ait obtenu justement une majorité, c'est-à-dire qu'on ne parle plus, comme vous dites, juste de Ben-Gvir là. C'est une majorité automatique. La majorité dont dispose Netanyahou est complètement bétonnée. Vous avez d'une part les ultra-orthodoxes qui payent très peu d'impôts, qui ne font pas l'armée et qui apportent un soutien total à Netanyahou. Tous les autres, automatiquement, soutiennent toutes les décisions acceptées, décidées par Benjamin Netanyahou. Il y avait une partie de l'opposition, me semble-t-il, aussi sur cette loi en particulier. Dans la coalition gouvernementale, il n'y a aucune opposition. L'opposition au gouvernement, au régime Netanyahou, est une opposition hétéroclite,
avec du centre droit, avec un peu plus à droite, avec à gauche le général Yair Golan qui est en train de recréer un parti démocratique. On va peut-être vers des élections d'ici la fin de l'année. Alors justement, ce climat ils sont en campagne électorale, il faut le dire tout de même, Charles Anderlin. Donc pour ces élections, on comprenne bien, a priori elles devaient être organisées en octobre, le 27 octobre, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc il y a une loi qui a été votée par la Knesset en première lecture hier. Il doit y en avoir une seconde pour organiser ces élections, les avancer en tout cas, pour qu'elles aient lieu en septembre. C'est la loi d'autodissolution de la Knesset qui a d'abord été adoptée en lecture préliminaire. Elle passe ensuite en commission ad hoc où les partis devraient se mettre d'accord sur la date, etc. Maintenant, il faut être assez inquiet sur la tenue d'élections possibles en Israël, ou en septembre ou en octobre prochain. On entend des personnalités comme l'ancien Premier ministre Ehud Barak qui dit « Netanyahou se débrouillera pour qu'il n'y ait pas d'élection, il déclenchera peut-être une opération militaire ». Donc les gens sont très inquiets et méfiants. Maintenant, sur le fond, écoutez, oui, il faut être inquiet aussi parce que... Vous êtes inquiet que ces élections n'aient pas lieu, vraiment? Pardon? Vous êtes inquiet que ces élections n'aient pas lieu? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que d'abord, le président de la commission électorale nationale est le numéro 2 de la Cour suprême, mais la directrice générale qui devait organiser les élections et qui l'a fait au cours de toutes ces dernières années a démissionné sous la pression de la droite. Et une conseillère spécialisée dans les réseaux sociaux qui devait surveiller les réseaux sociaux en marge du scrutin, elle a été obligée aussi de démissionner. Donc on sent une grande pression de la droite, de l'extrême droite, des messianiques sur la commission électorale. Et en même temps, cette loi, donc, adoptée en première lecture, qui pourrait être adoptée en seconde lecture, qui avancerait pour qu'il y ait des élections, elle doit être adoptée après passage en commission. Il y a des chances qu'elle le soit, Charles Anderlin. Normalement, oui. Donc ça veut dire des élections plutôt en septembre, pour être plutôt comme impossible de savoir. On verra. Il faut que Netanyahou décide. Oui. Impossible de savoir, mais si ça repasse à la Knesset en seconde lecture, ça sera plutôt seconde et troisième lecture. Mais entre-temps, ça repasse en commission et puis on peut avoir encore tout un jeu parlementaire autour. Mais qui a intérêt à ce qu'elle soit, de toute façon, avancée? Puisque vous êtes inquiet qu'elle n'ait pas lieu. Est-ce que c'est Netanyahou qui voudrait au contraire qu'elle soit avancée? Ça dépend des dates. Si ça a lieu en octobre, c'est le 3e anniversaire du massacre du 7 octobre 23. Et on rappellera à ce moment-là qui est responsable, c'est-à-dire d'abord l'état-major, les militaires et la classe politique, dont Benjamin Netanyahou, dont il faudra bien rappeler que c'est lui qui a autorisé le financement du Hamas par la Turquie, le Qatar et tous les autres, et donc permettre la construction de cette forteresse souterraine à Gaza, d'où sont sortis les meurtriers du 7 octobre. Donc il ne faut pas que ça coïncide avec l'anniversaire du 7 octobre. Ça serait une des raisons pour lesquelles il faudrait avancer d'un mois. Peut-être septembre, mais septembre, ça va tomber dans des fêtes religieuses. Écoutez, ne retenez pas votre souffle. On attend de voir ce qui va arriver. Oui, mais ces élections, si elles se tiennent, Netanyahou peut perdre? Aujourd'hui, selon tous les sondages, la coalition au pouvoir a toutes les chances de perdre. La coalition qui pourrait être formée, d'abord de partis juifs opposés à Netanyahou, devrait, pour être sûr d'avoir une bonne majorité anti-régime Netanyahou, intégrer des députés arabes. Or, dans cette opposition hétéroclite, vous avez au moins 2 partis qui refusent absolument de faire une alliance quelconque, même contre Netanyahou, avec des pays arabes. Donc là, on est dans la sauce parlementaire israélienne, il faudra voir. Mais pour la première fois, Netanyahou pourrait tout de même ne plus être réélu. C'est une possibilité, en tout cas. Est-ce qu'on va lui demander des comptes à Benyamin Netanyahou, justement, alors que l'anniversaire du... Netanyahou, ses sbires, sa coalition, refuse toute commission d'enquête judiciaire sur les circonstances qui ont conduit à la défaite terrible du 7 octobre 2023. Voilà. Il refuse. Donc il n'y a que s'il y a un changement de gouvernement que peut-être il y aura une commission. À ce moment-là, il y aura... Ça fait partie de la campagne, ce sujet. Oui. Il y a une majorité dans le public israélien qui veut une commission d'enquête. Netanyahou n'en veut pas.
On a compris pourquoi. Un mot sur la guerre, justement. Que veut Netanyahou? Est-ce qu'il veut une reprise du conflit avec l'Iran? Oui, il n'arrête pas. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, la dernière communication entre Trump et Netanyahou a été plutôt chaude. Trump ne veut pas, d'après ce que l'on sait, une relance des combats. Attendez, le mondial commence dans 3-4 semaines. Si la guerre reprend, les Iraniens ont déjà fait savoir qu'ils vont attaquer les champs de pétrole saoudiens et les autres. Donc, aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, le baril de pétrole et l'essence à la pompe vont augmenter. C'est pas très bon en prévision des midterms. Donc, Trump, a priori, ne veut pas. Mais alors, Netanyahou en parle matin, midi et soir, et c'est d'ailleurs au centre de toutes les discussions sur les panels, sur toutes les chaînes israéliennes. C'est lui qui a poussé Trump à faire cette guerre, à votre avis? Écoutez, en fin de compte, c'est Trump qui a décidé. Il lui a un peu forcé la main ou pas, Benjamin Netanyahou? Une partie des MAGA qui disent on ne force pas la main au président des États-Unis. On sait qu'il l'a proposé à tout le monde. À chaque fois qu'il était au Premier ministre, il l'a proposé, si je me souviens bien, à Clinton, il l'a proposé à Obama, à Biden, qui tous ont dit non. Trump a marché. Sur le Liban, quel est le plan de Benjamin Netanyahou? Alors là, j'en ai absolument aucune idée. On s'est relancé dans une nouvelle aventure. Vous n'avez pas l'impression que l'histoire se répète, Charles Anderlin? Tout à fait, d'ailleurs. Depuis si longtemps. Alors, moi, j'ai combattu au sud Liban il y a quelques décennies. Et on refait exactement la même erreur. Maintenant, vous savez... Donc vous dites que c'est une erreur ce qu'ils font, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. D'abord, il faut bien dire, la guerre à Gaza est une défaite pour l'armée israélienne. Le Hamas est toujours là. Après des dizaines de milliers de morts gazaouis, des dizaines de milliers de morts d'enfants, le Hamas est toujours là. Et quand vous voulez taper sur un mouvement fondamentaliste comme le Hamas, ce n'est pas en tapant dessus, c'est en étant intelligent, en jouant par exemple en amenant des unités du Fatah à Gaza. Le Fatah, l'ennemi du Hamas, Netanyahou n'en veut absolument pas, parce que le Fatah, ça veut dire des négociations pour un État palestinien, donc pas question. Le Sud-Liban, même chose. Et tout à coup, on découvre, tiens, on n'a pas regardé ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des mini-drones avec des fibres optiques. Et l'armée israélienne n'était absolument pas prête, et puis elle a des morts tous les jours. Et les bombardements de drones, et d'ailleurs, se poursuivent tout le long de la frontière dans les localités israéliennes où les gens n'en peuvent plus. Donc en fait, il n'y a pas de plan. Donc ça veut dire quoi? C'est la guerre perpétuelle? Comment vous voyez une issue à tout cela? Écoutez, Charles Anderlin, vous qui suivez... Benjamin Netanyahou en parle. Notre vie, nous, d'Israéliens, de Juifs, c'est vivre sous l'épée, en craignant l'épée. La guerre, c'est la guerre éternelle. Cela fait partie aussi de la vision religieuse messianique. Netanyahou est complètement entouré, non seulement des Smotrich, Itamar Ben-Gvir, mais par exemple, le nouveau patron du Shin Bet, la sécurité intérieure, Netanyahou a nommé un général qui était à la tête d'une petite division, qui est complètement messianique. Donc messianique, quand vous dites messianique, c'est le grand Israël, c'est ça? C'est le grand Israël, on est dans une période eschatologique, le Messie va arriver, voilà. Mais ce n'est pas toute l'opinion israélienne. Pardon? Ce n'est pas toute l'opinion israélienne. Écoutez, en Israël, comme au Hamas et comme en Iran, les messianiques sont à peu près 25-30% de la population. Maintenant, ce sont eux qui sont aux commandes, à Téhéran, qui sont aux commandes au Hamas, à Gaza, et puis en Israël, oui, ce sont eux. Les dindons de la... Comment vous percevez l'issue de tout cela, vous? Vous savez, je ne perçois pas d'issue. Je regarde ce qui se passe au fur et à mesure. J'ai fait des livres, quelques films là-dessus. Et vous savez, le messianisme, c'est une réalité. Les gens y croient. C'est eux qui gagnent. C'est ça que vous dites? Ils sont au pouvoir. À Téhéran, les ayatollahs sont dans la vision de l'ayatollah Khomeini de 1979. L'existence d'Israël empêche la venue du Messie.
à Gaza, le messianisme, c'est la sourate 17, définie par le cheikh Ahmed Yassine, fondateur du Hamas, qui dit que ce qui est arrivé aux Juifs avec le prophète dans l'Antiquité, ben les Juifs continuent de faire le mal, il faut les détruire. Il y a peu d'espoir pour la démocratie, alors. Pardon ? Il y a peu d'espoir pour la démocratie. Vis-à-vis du messianique, la démocratie n'existe pas. Les messianiques sont antidémocrates, complètement de même que les ultra-orthodoxes. Donc vous résistez à cela, vous ? Ben oui, quand on habite Israël et puis qu'on veut de la démocratie, il faut se tourner vers les organisations démocratiques et vers les partis démocratiques, il y en a encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, justement, Le grand aveuglement, Israël face à l'islam radical. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir à Paris, Charles Anderlin. Merci beaucoup.